Bonjour et bienvenue à Entre nous, cette émission spéciale où, entre jeunes, on parle de santé mentale. Je m'appelle Étienne Lefebvre et ensemble, on va explorer 8 sujets sur la santé mentale avec 8 invités différents. Ensemble, on va essayer de trouver des pistes de solutions pour savoir comment on règle nos problèmes. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Chris, 23 ans, avec qui on va parler de dépendance. C'est quoi la dépendance, puis comment on fait pour s'en sortir? Grâce à la capsule de la Dr Christine Pagé, on va aller chercher quelques petits trucs, puis en comprendre un petit peu plus sur la dépendance. Alors, lorsqu'il est question de dépendance, il y en a de toutes sortes, bien sûr, on va faire un peu le tour. On sait que souvent, la jeunesse, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes sont peut-être plus exposés avec toutes les sorties, les parties qu'ils ont, à développer certaines dépendances. Mais ceci dit, il y a aussi les dépendances aux écrans, aux jeux vidéo aussi, dont on va parler. Donc, on va faire le tour un peu. Première dépendance, bien sûr, l'alcool. C'est quand même assez facilement accessible, du moins à partir du moment où on a 18 ans ici, d'avoir accès à l'alcool. Et c'est assez insidieux parce que on peut commencer par un verre, 2 verres, et puis finalement, on a pris une bouteille ou plusieurs bouteilles de verre, une bouteille de vin, donc c'est facile là, de se laisser aller. Mais il y a différentes formes aussi de problèmes au niveau de l'alcool. Il y en a qui vont boire tous les jours, il y en a que c'est seulement la fin de semaine, mais qu'à chaque fois, ils vont se saouler, puis jusqu'à en être malade ou en perdre conscience presque. Donc, l'alcool, c'est sûr que c'est vraiment une dépendance qu'on va voir plus souvent chez les jeunes. Évidemment, les drogues, que ce soit des drogues légales maintenant comme le cannabis ou d'autres drogues plus chimiques, plus dures comme on dit. Les jeunes souvent ont une soif d'aventure, d'exploration, ont envie de connaître toutes sortes de sensations et c'est facile sous l'influence la plupart du temps de leurs amis, de leur gang d'amis dans un party, d'accepter peut-être certaines choses qu'ils n'auraient pas nécessairement acceptées, la règle générale. Alors, on sait que les drogues, ça a vraiment des conséquences très importantes, surtout si on est dans des drogues plus dures, ça peut vraiment amener à une déchéance, on pourrait dire, de la personne qui va délaisser ses études, délaisser sa famille, ses amis, à part peut-être celle avec qui elle consomme. Donc, c'est sûr que les drogues, c'est vraiment, ça peut vraiment devenir un fléau pour certains jeunes dans la société, quand ça crée une dépendance à ce point-là. Ensuite, les fameux jeux vidéo, c'est quelque chose que j'entends tellement, pas seulement chez les adolescents et les jeunes adultes, aussi chez les enfants. Les parents doivent vraiment intervenir et encadrer beaucoup l'utilisation des jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose qu'on voit énormément, que certains jeunes développent une dépendance aux jeux vidéo au point où ça les empêche d'étudier, de faire leurs travaux, leur lecture, par exemple. Peut-être même ils vont arriver en retard au travail parce qu'ils n'arrivaient pas à terminer une séquence de jeux vidéo. Donc, on sait que ça aussi, c'est très présent dans la population, mais chez les jeunes principalement. Puis, enfin, une dépendance qui est arrivée plus dans les dernières années, celle des écrans. On parle de smartphones, de iPhone et tout ça, de tablettes aussi. Donc ça, c'est vraiment arrivé dans les dernières années. De plus en plus de gens, on parle de jeunes, mais on peut parler d'adultes aussi, sont constamment sur leur téléphone en train de tourner, de regarder des petites vidéos d'1 minute et ça va jamais assez vite. C'est comme plus ça va, il semble que l'attention et la concentration aient énormément diminué là, à cause des écrans. Les jeunes sont tellement habitués à avoir des choses très, très, très rapides, 30 secondes, 1 minute, que juste écouter même une vidéo qui est plus longue, dizaine, quinzaine de minutes, c'est difficile pour eux. Donc, ça a un gros impact sur l'attention et la concentration. D'être constamment comme ça sur les écrans, de recevoir des notifications. Il y a même des jeunes qui ne ferment pas la sonnerie de leur téléphone qui est sur leur table de nuit et donc qui se font réveiller constamment aussi par ça la nuit. Donc, quelle stratégie on peut utiliser pour aider les jeunes qui ont ce genre de dépendance? C'est sûr que ça prend vraiment des stratégies qu'on dit
psychosocial, là. Ça prend une bonne évaluation aussi de ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment une dépendance? Est-ce qu'on est sur le bord d'arriver à une dépendance? Donc, la famille est extrêmement importante. Les parents sont extrêmement importants. Je dirais le cercle d'amis aussi, mais des amis, des bons amis qui ne sont pas prises dans ce type de dépendance, surtout si on parle d'alcool et de drogue ici. Donc, c'est important là, de sensibiliser les gens, mais les jeunes surtout, que ce soit à l'école, dans la famille, de les sensibiliser à l'importance d'être vigilants par rapport aux dépendances, qu'ils aient le plus d'informations possible sur les conséquences que peuvent amener la dépendance. Donc, ça demande vraiment une communication ouverte, le moins de jugement possible de la part, entre autres, des parents parfois qui paniquent un peu de voir que leur jeune est en train de tomber dans la dépendance. Donc, ça prend de la tolérance, de l'ouverture, de la communication dans les relations familiales là, à propos de ça. Évidemment, c'est sûr que plus il peut y avoir d'endroits qui peuvent offrir des soins, qui peuvent offrir des thérapies pour les jeunes, pas nécessairement des thérapies fermées, c'est sûr, là, chez les jeunes, mais des endroits, que ce soit au CLSC, dans des organismes, pour les aider à faire face à leur dépendance, mieux c'est. Puis là, c'est sûr qu'il y a une question aussi, là, à ce moment-là, de gouvernementale au niveau de la santé, des services de santé qui peuvent traiter ça. Maintenant, j'aimerais continuer avec les caractéristiques, parce que là, je parle de dépendance depuis tout à l'heure, mais c'est quoi les caractéristiques d'une dépendance? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on est dépendant ou pas d'une substance ou des jeux vidéo, des écrans? Premièrement, la tolérance, je dirais, une tolérance qui s'accumule, c'est-à-dire que quand je parlais d'alcool tout à l'heure, au début, on prend 2 verres puis on sent un peu différent, mais on se met à tolérer de plus en plus. Hein? De 2 verres, ça passe à 3, 4, 5, une bouteille, 2 bouteilles. On tolère de plus en plus sans avoir de graves symptômes physiques et cognitifs. Bien sûr, des symptômes de sevrage. La personne qui, dès qu'elle arrête de consommer pendant 24-48 heures, va avoir des symptômes. On peut même le voir, je dirais, par rapport aux écrans et tout ça. Ça va être un peu différent là, que l'alcool et la drogue. Mais bon, on parle, c'est sûr, de tremblements, de sueur froide, de problèmes digestifs, mais aussi d'un manque. La personne devient obsédée, elle ne pense qu'à ça, elle en veut. Et ça, on va le voir par rapport aux écrans. Hein. Essayez d'enlever le téléphone, le cellulaire d'un jeune pendant 24 heures, vous allez voir l'espèce de sevrage psychologique qui va s'en suivre. Donc, souvent, il y a une perte de contrôle, carrément. La personne n'a plus le contrôle sur sa consommation, encore là que ce soit une consommation de substances ou au niveau des écrans, des jeux vidéo. Elle délaisse ses activités, délaisse ses relations familiales, ses relations sociales pour ne se concentrer que sur cette dépendance. Il y a une préoccupation persistante. Hein? Même si la personne n'est pas en sevrage, qu'elle n'a pas arrêté, elle peut penser, par exemple, toute la journée pendant qu'elle est à l'école ou au travail à avoir hâte de consommer, de fumer son joint, de boire son verre, de pouvoir enfin jouer aux jeux vidéo, puis d'être débarrassée de sa journée de travail. On va voir une négligence de plus en plus présente des responsabilités, que ce soit des responsabilités financières, responsabilités par rapport au travail, par rapport aux études. La personne délaisse ses responsabilités de plus en plus. Elle continue aussi, malgré les conséquences négatives, hein, que ce soit dans ses relations, peut-être qu'il y a plus de conflits, de tensions, des retards au travail qui fait qu'elle peut avoir des avertissements de son employeur ou même perdre son emploi. Donc, la personne va continuer malgré tout ce qui se passe de négatif dans sa vie. Elle va perdre de l'intérêt pour ses autres activités, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais elle délaisse vraiment, si la personne faisait du sport, un art, quoi que ce soit, elle perd tous ses intérêts pour être constamment dans la consommation. Puis aussi, on va voir un échec des tentatives quand la personne essaie d'arrêter. Donc, elle essaie d'arrêter quelques jours, peut-être certains quelques semaines, mais elle retombe, elle rechute et ça se reproduit plusieurs fois. Il y a vraiment des tentatives, plusieurs tentatives qui se terminent par des échecs là, pour arrêter la consommation, que ce soit d'alcool, de drogue, d'écran ou de jeux vidéo. Fait que c'est important hein, quand on parle de dépendance de voir qu'il y a certains critères là, qui peuvent indiquer qu'il y a un problème sans que ça soit encore devenu une totale dépendance, mais c'est
justement là qu'il faut intervenir, qu'il faut agir avant que ça devienne une trop grande dépendance et qu'il y ait beaucoup de symptômes de sevrage là, si la personne arrête cette dépendance-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille joue un rôle vraiment important, les bons amis, la famille, même l'employeur pour ceux qui travaillent, joue vraiment un rôle important pour encadrer le jeune, l'amener à consulter, s'il faut l'amener aussi en thérapie fermée pour arriver à se défaire, à se sortir de cette dépendance-là pour vraiment vivre une vie plus saine, plus équilibrée, avec des projets, des objectifs à long terme, parce qu'on s'entend que quand on est dans la dépendance, on est beaucoup dans la dopamine qu'on appelle. Ce sont tous des choses qui apportent de la dopamine, qui est une hormone du plaisir, mais à très, très court terme. Et c'est ce qui amène la dépendance, c'est qu'on est toujours à la recherche de cette dopamine, de cette hormone du plaisir à court terme, mais la vie, c'est beau aussi avec des projets à long terme, des relations sociales, interpersonnelles, amoureuses à long terme, et c'est très difficile de concilier les dépendances avec une vie plus saine et plus équilibrée. La dépendance. C'est quoi la dépendance? Bien, c'est une condition dans laquelle une personne développe une tolérance ou un besoin physique envers une substance, une activité ou une relation particulière. Penses-tu que tout le monde est dépendant, Chris? Je pense que tout le monde a la capacité de devenir dépendant sur n'importe quoi. Ça pourrait être des relations personnelles, ça pourrait être des jeux d'argent, ça pourrait être de l'alcool, ça pourrait être la drogue, ça pourrait être n'importe quoi que ce soit, n'importe quoi au monde. Ça pourrait même être un jeu que tu joues avec vos amis, comme n'importe quoi au monde. Le moment que tu dépends, que tu commences à créer beaucoup de dopamine envers quelque chose que tu es passionné dedans, que tu commences à créer une dépendance et c'est là où tu en veux plus. Puis quand ce que tu en manques, c'est là où tu vas trouver différents trajets pour être capable d'en trouver. Tout le monde est capable tout le monde a la capacité de devenir dépendant sur quoi que ce soit. C'est juste de trouver c'est quoi qui te fait dépendant. Tout le monde a des différentes expériences. OK. Mais dirais-tu qu'il y a des bonnes dépendances et des mauvaises dépendances? Est-ce qu'on peut être dépendant à quelque chose de bon? Si je suis dépendant aux bananes, est-ce que c'est bon? Non, je pense que d'avoir des bonnes habitudes et avoir des dépendances, c'est deux différentes choses. Je peux être habitué à faire des bons gestes, je peux être habitué à essayer de créer des meilleures relations avec mes amis. Ça, c'est une bonne habitude. Mais le moment que ça devient une dépendance, c'est là où si tu n'en as pas, ça devient un problème pour toi interpersonnel. Et ça, c'est une différence. Je ne pense pas qu'il y a une bonne dépendance. Je pense qu'il y a des bonnes habitudes. Mais quand ça devient une dépendance, c'est là que c'est un problème. Puis la docteure Pagé parlait beaucoup de dopamine. C'est quoi le problème avec la dopamine? Si on aime à recevoir cette drogue-là, c'est quoi le problème en fait? Le problème, c'est pas que tu veux recevoir la dopamine. C'est de pas en avoir et de trouver des manières d'en avoir quand ce que tu sais que c'est pas tellement rationnel dans le moment. Dis-moi, Chris, est-ce que tu penses que les substances addictives sont trop faciles? Sont trop faciles d'approche? C'est trop facile de boire un verre quand tu t'en vas au resto? C'est trop facile de redevenir alcoolique, de retomber là-dedans? Bien, c'est certain que c'est vraiment accessible. Il n'y a aucun doute là-dedans. Je veux dire, dès que tu as 18 ans au Québec, c'est vraiment facile de juste aller à c'est 1 sur 10 des dépanneurs qui est dans ton coin. Là. C'est vraiment facile d'en avoir, c'est certain. Surtout comme dans différentes communautés, disons comme tu vois des shows de musique ou quelque chose, c'est vraiment facile d'avoir quelqu'un qui va peut-être en offrir ou que tu vas à un party, de fête de tes amis de collège ou quelque chose. Comment tu fais pour résister? Comment tu fais pour dire non, en fait? Ben, c'est d'y aller selon ces événements-là ou quoi que ce soit, mais de trouver une manière d'avoir une base que tu peux te trouver du plaisir dedans et dire que, OK, mais même si j'ai pas ça à la fin de la journée ou même si j'ai le plan de faire ça, que ça soit pas la seule chose. Puis si que les plans que j'avais qui me donnaient du plaisir initialement, ça devient pas que je vais juste complètement tomber là-dessus. Ça devrait pas être le focus de ta soirée à la fin de la journée. C'est ça, ça devrait pas être une obsession parce que quand ça devient une obsession, c'est une addiction. Tu sais, si le soir, je prends un verre de vin, mais que toute la journée, j'y pense pas, c'est pas une dépendance. Mais dirais-tu que des gens qui attendent le soir, ils vont travailler toute la journée, ils sont fonctionnels, puis là, ils arrivent le soir à la maison,
mais toute la journée, ils ont pensé à fumer leur petit joint ou à jouer à leurs jeux vidéo, au moment où ils vont s'asseoir pour avoir leur dopamine. Est-ce que ces gens-là, ce sont aussi des dépendants? Je crois que c'est, en anglais, il y a le high functioning alcoholic, le terme. Genre, c'est pas une habitude qui est comme nécessairement santé si c'est la seule chose que tu penses ça tout le long. C'est sûr qu'après une longue journée d'ouvrage ou quelque chose que ce soit, que tu penses, OK, mais non, je ne vais pas faire ça toute la journée, je m'en vais à l'ouvrage, je m'en vais sobre, je vais attendre, je vais faire ce que j'ai besoin de faire, je vais arriver chez moi, puis là, quand je suis dans le confort de mon propre environnement, là, je vais consommer. Oui, si c'est la seule chose que tu penses ça, c'est vraiment pas une bonne habitude, c'est pas une bonne mentalité, certain, mais tu as au moins le contrôle de qui ce que te rend à ce point-là. C'est ça, justement, la docteure Pagé, elle parlait beaucoup de contrôle. Quand tu perds le contrôle, c'est un des facteurs de la dépendance. Est-ce que tu aurais des trucs pour savoir quand est-ce que tu perds le contrôle? Parce que si tu ne te mets pas de limite d'avance, disons, je vais boire un verre d'alcool ou une consommation par mois, ou je vais jouer à 2 heures aux jeux vidéo par mois, mais si tu ne conscientises pas ça, rapidement, tu peux te ramasser à trop consommer et tomber dans une dépendance. Est-ce que tu aurais des trucs pour te rasseoir puis te poser la question? Moi, la meilleure chose que je peux suggérer, c'est que beaucoup de monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, OK, maintenant, moi, je vais mettre un but, mais ils mettent des buts qui n'est pas rationnel. Que tu sais que tu vas pas excusez-moi mon français, là, que tu sais que c'est pas faisable pour toi. Comme disons, tu dis, OK, non, à soir, je m'en vais, c'est samedi soir, je m'en vais avec 5 de mes amis, on s'en va au bar, je vais seulement avoir 2 bières, mais on n'a pas de plan à retourner chez nous qui est fixe. Là, tu sais que, oui, OK, premier verre, c'est beau. Après ça, t'attends, tu dis, OK, non, c'est que j'ai encore un autre, t'en prends un autre. Mais là, après ça, quelqu'un t'offre un shot. Puis là, t'es comme, OK, oui, là, tu commences à rationaliser. Tu dis, OK, mais c'était pas une bière, parce que moi, je me dis 2 bières. Puis là, après ça, ça va que tu continues. Puis là, après ça, tu dis, ah, ben là, mais maintenant, j'ai déjà fait ça, ben, je vais faire ça demain parce que j'ai déjà brisé ma promesse à moi-même ce soir. C'est irrationnel. Mets-toi pas des buts que tu sais que tu vas pas atteindre. Mets-toi un but qui est comme un petit peu au-dessus de ce que tu sais que tu peux atteindre, parce que tu sais que le moment que tu brises ça, que tu vas juste aller et te dire, OK, non, j'essaie de niveau demain. Qu'est-ce que tu ferais? Quel truc que tu aurais, en fait, dans quelqu'un qui est parti dans un brouhaha comme ça dans sa tête? Là? Je pense que de créer des systèmes, c'est vraiment important. Puis que ce soit des systèmes que tu as besoin d'aller à d'autres personnes pour t'aider à créer, c'est complètement, c'est raisonnable. Mais de créer des affaires où ce que toi, tu peux te rendre conscient, puis que si tu as besoin d'essayer de trouver de l'aide, c'est vraiment, vraiment important, c'est vraiment valide. Il y a plein de ressources, surtout ici au Québec. Comme, je pourrais t'en nommer comme 10, comme j'ai même pas assez d'eau pour les nommer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources que tu peux faire. Puis oui, c'est certain, il y a personne qui veut se rendre, faire un appel. Moi, je l'ai fait, l'appel, là. Tu t'appelles, tu donnes un courriel, quelque chose, tu dis, ouais, OK, ça va pas. Il y a personne qui peut faire ça. C'est tellement comme, c'est pas quelque chose qui est le fun, c'est pas quelque chose qui donne l'adrénaline, mais des fois, c'est quelque chose qu'une fois que tu mets tes souliers dessus puis tu passes à travers la porte, ben là, c'est fini. Puis toi, là, tu peux commencer à faire quelque chose. Réussi à passer à une autre étape? Ça t'a-tu aidé, en fait, de faire ça? Oui, mais moi, j'ai fait de la peine, puis j'ai eu besoin de dire, OK, moi, salut, moi, c'est Chris, je suis un alcoolique, tu sais. J'ai tout fait la discussion, là, tu sais. Mais, tu sais, la première fois, t'es comme, tu sais, comme non, ça n'a pas d'allure. Puis après ça, une couple de fois. Est-ce que tu avais de la honte? Ben, c'est certain que tout le monde va avoir de l'honte. Il n'y a personne qui dit, oui, salut, je suis un alcoolique, puis by the way, on sort demain. Comme, tu sais, il n'y a personne qui fait ça. C'est quand ce que tu cherches de l'aide, tu sais que tu es vulnérable parce que tu demandes de l'aide. Tu n'es pas en train d'en donner. Il y a 2 différences. Tu donnes de l'aide, tu es comme, OK, ben, je peux faire whatever, c'est correct. Mais d'en demander, c'est complètement différent dans la perspective, surtout quand il y a un stigma dessus quelque chose que tu fais. Exactement. Personne veut dire, oui, je sais, je peux pas lâcher la machine, puis je pense que ça va me donner de l'argent la prochaine fois. Mais une fois que tu mets la main là-dedans, puis tu passes à travers, même si tu as besoin de l'aide, tu demandes des ressources, tu envoies un courriel, tu fais quoi que ce soit, mais le moment que tu passes à travers ces portes-là, puis tu commences à accepter que tu as besoin de l'aide, puis que tu te laisses sentir vulnérable, c'est là que tu peux commencer à growth. À grandir. C'est ça,
Est-ce que d'arrêter de se mentir, c'est la première étape? On dit souvent la première étape, c'est de conscientiser qu'on a un problème. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de te mentir. Parce que si tu le sais que tu as un problème, mais que tu continues, tu te mens à toi-même. Ah, 100%. Arrête de rationaliser. Rationalise jamais quelque chose que tu veux contrôler. Parce que là, ça défie le but. Une des caractéristiques justement des dépendances, la docteure Paget en parlait beaucoup, c'est que malgré que tu fais beaucoup de tentatives d'arrêt, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que tu essaies d'arrêter, tu te replantes. Tu fais les fameuses rechutes. Est-ce qu'on devrait se sentir coupable de rechuter? Ou c'est tout simplement parce que les statistiques le montrent, c'est normal de rechuter? Regarde, une rechute va arriver n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quand, ça va arriver à un moment donné. Il y a du monde qui n'ont pas bu pendant 25 ans, puis après ça, ils vont rechuter. Mais il y a beaucoup de différentes instances où ce que la rechute, là, ça leur remet pas dans leur ancienne habitude. Exactement. Parce qu'ils ont eu assez de temps, puis ils ont eu assez de ressources, assez d'aide, puis tout ça. Mais ça arrive à tout le monde de rechuter. Puis le monde qui dit « Ah non, moi, je vais jamais faire ça. Moi, j'ai perdu ma vie là-dedans. Moi, je vais jamais me mettre dans cette position-là. Je vais jamais faire ça. » Non, mais là, tu es en train de te mettre, comme j'ai dit au début, tu es en train de te mettre un but que tu sais que c'est comme, tu te dis non, c'est impossible. Puis là, à chaque jour, tu te dis, OK, mais non, je ne l'ai pas fait, un autre jour, c'est beau, c'est parfait. Mais le moment que tu brises ça, le moment que tu rechutes, puis tu as dit, je ne vais jamais faire ça, tu vas te sentir pire que quand tu as commencé. Parce que tu viens de briser un but personnel. Ouais. Puis tu as travaillé tellement fort pour ça. C'est ça. La meilleure chose que tu peux dire, c'est, j'accepte qu'à un moment donné, c'est possible que je vais faire une rechute. Et ça ne me fait pas moins d'une personne. Exactement. Mais je vais faire le mieux à chaque jour que je peux pour ne pas rechuter. C'est exactement. Ça n'enlève pas les 25 ans où tu as été sobre. C'est ça. Parce que tu reprends un verre. Au contraire, pendant les 25 ans, tu as construit une force de caractère qui va te permettre de passer par-dessus cette rechute-là plus rapidement. Exactement. Super. Tantôt, tu me parlais aussi de ressources, qu'il y en a beaucoup des ressources. C'est quoi la première qui te vient en tête? C'est quoi la première qui te vient en tête, tout simplement? La meilleure chose que tu peux faire, honnêtement, c'est que tu peux... Je me rappelle pas du site web, mais c'est pas Clic Santé, là, mais c'est... En tout cas, il y a un site web, j'ai essayé d'y penser après, mais que tu peux aller là, t'appelles, puis je pense que j'ai même le numéro ici. Ça s'appelle Drogue Aide et Référence. C'est 1-514-527-2626. T'appelles là, puis tu leur dis, OK, regarde, ceci, c'est ce que j'ai besoin. Ils vont dire, OK, est-ce que tu veux une thérapie interne? Veux-tu une thérapie externe? Veux-tu en anglais, en français, plus près de Montréal, plus près de Belleuil? Ils vont te donner toutes les ressources que tu as besoin, puis ils vont t'en parler, puis tu vas avoir une conversation, puis tu vas être capable de trouver, c'est quoi ce qui marche pour toi? Tu dis, OK, moi, je ne peux pas prendre 2 semaines congé de l'ouvrage. OK, parfait. Tu leur dis ça, ils vont dire, OK, parfait, une thérapie externe. Est-ce que tu le veux en quelle langue? Est-ce que ça? Puis, tu peux trouver un programme puis des ressources qui sont vraiment, vraiment accessibles. Ça convient à vous autres. C'est ça. Il y a des gens qui travaillent pour nous autres pour essayer de nous aider face à ces dépenses. C'est là où nos impôts vont. Exactement. On paye pour ça. C'est essentiel d'avoir de l'empathie, en fait, quand quelqu'un traverse une dépendance, pour être capable de l'écouter, comprendre qu'est-ce qu'il vit, parce que chacune des personnes va le vivre d'une manière différente, puis va avoir des dépendances différentes. Cultiver une communication ouverte, puis des espaces sécurisés pour parler. Parce que c'est sûr que si tu en vas parler de ça à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance, ça fait aucun sens. Puis si l'entourage, c'est la clé, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant tes premières consommations? C'est une bonne question, je sais pas. Ça, je pense pas que j'ai de réponse à ça. J'aurais aimé... Mettons Chris, là. Chris, il retourne dans le temps, là, puis le Chris d'aujourd'hui, de 23 ans, il va voir celui de 12 ans là, qui est en peine parce qu'il vit tellement d'affaires, puis tellement d'affaires horribles. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme clé?
que c'est pas la seule option, qu'il y a d'autres choses que tu peux passer ton temps à faire que juste isoler puis juste être capable de contrôler ton propre environnement, mais qui est pas propre, que tu es en train de faire n'importe quoi, du n'importe quoi, juste pour te sentir que t'es partie de quelque chose, même si c'est la partie, c'est juste toi. Puis c'est là que ça devient un problème de trouver d'autres choses à faire, de trouver d'autres intérêts, je veux dire. Tu sais, quand c'est jeune, surtout, là, tu dis, OK, ben non, mais regarde, tu sais, moi, je vais avoir quelqu'un qui va m'emporter une bouteille, j'ai 16 ans, tu sais. Puis là, tu vas juste continuer à faire ça. Puis même si tu n'as personne à faire avec, tu vas juste le faire parce que t'es comme, OK, ben là, je me sens comme je fais quelque chose d'autre. Ouais. Puis il y a d'autres choses à faire. Comme moi, quand j'aurais été jeune, j'aurais tellement fait de choses. J'aurais tellement fait de différents projets. Si j'aurais su qu'il y avait plus dans moi que juste faire ça, puis que ça devient ma personnalité comme une âge vraiment jeune, j'aurais tellement fait plus de choses. Oui, j'aurais aimé ça, que j'aurais pu me dire que, regarde, tu sais, à 23 ans, tu trouves des choses maintenant que t'es comme, ah non, j'aime ça. Là, c'est santé, c'est une bonne habitude, je vais continuer à faire ça. Mais si j'aurais pu être capable de dire, comme, à moi, quand j'étais jeune, comment d'impact ça fait, puis comment comme j'aurais pu faire ça tout le long, sauver tellement d'argent, tellement de temps, tellement de peine. La vie aurait été bien plus simple. C'est quelque chose, je pense, qui revient à travers les discussions autour de la dépendance, puis avec d'autres gens qui souffrent de dépendance, c'est que avoir su, je l'aurais pas fait. Puis ça donne jamais ce qu'on pense, parce qu'on a une dopamine qui est là, ça n'est plus là. Puis on est tout le temps en recherche de cette fameuse dopamine-là, puis on doit se réinventer, puis se réinventer, puis se réinventer. Puis parfois, on se trouve comme humain, mais on n'a pas besoin de détruire notre santé entre-temps pour se trouver comme humain. Oui, parce que si tu détruis ta santé, tu ne pourras jamais trouver d'autre chose. C'est que tu te dis, OK, ben non, mais demain, je vais aller jouer. Regarde, je dis un exemple. Il y a personne de 16 ans qui s'en va jouer au bingo à chaque mercredi. Là. On se comprend, mais on va dire bingo comme un exemple. Là. C'est OK, ben non, moi, j'aime vraiment le bingo. Je m'en vais faire ça chaque mercredi avec mes chums. Ouais. Je comprends, on parle de quelqu'un de jeune, là, pas 80 ans. Là, mais comme, mais pourquoi tu fais ça, puis après ça, tu bois la journée d'avant. Puis là, tu bois la journée d'avant, puis après ça, tu te rends là, il est comme midi, puis tu t'en vas, tous tes amis sont au bingo, puis t'es comme, je me sens tellement comme, tu sais, je me sens vraiment pas bien. Ouais. Puis après ça, tu repousses, tu dis, OK, non, je vais y aller la prochaine fois. Là, tu te fais une excuse. Non, non, je suis malade, non, il y a mon chien malade, ou tu sais, qu'est-ce qu'il y a. C'est ça, fait que tranquillement, tu commences à faire de l'exclusion sociale. Puis après ça, éventuellement, tu fais plus le bingo. Non. Puis après ça, tu réalises, OK, mais là, j'ai plus ça, puis là, c'est juste moi qui est en train de faire ça. J'ai perdu cette connexion-là. Ouais. Puis éventuellement, tu sais, tu te sépares du monde, tu t'y parles plus parce que tu sens comme, OK, maintenant, mais regarde, je vais pas aller chiller avec eux autres. À 5 heures, quand je les ai dit que j'étais malade à midi, puis après ça, tu te sens coupable, tu te sens mal, après ça, tu arrêtes de parler, après ça, tu n'as plus d'amis, après ça, c'est juste toi, puis après ça, tu es comme, OK, ben je suis content que j'ai un verre. Oui. Mais ça, c'est fou parce que c'est un chemin que, je veux pas dire 100%, là, mais la plupart des gens vont rencontrer dans la consommation. Ils vont se mettre à perdre leurs amis. Puis pas parce qu'ils sont méchants avec eux ou ils se disputent nécessairement, parce que pour toutes sortes de raisons, les dépendances font qu'on finit par être tout seul avec nous-mêmes, avec notre dépendance. Non, c'est ça. Puis tu te sens coupable, tu te sens mal, puis après ça, tu t'exclus de tout le monde. Puis c'est vraiment, vraiment dur à essayer de reconnecter avec du monde, surtout si ils savent pas pourquoi. Puis d'être capable de dire, regarde, OK, mais non, j'ai un vraiment gros problème, puis je m'excuse que je n'étais pas là, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse de quoi. C'est pas une conversation, c'est comme ça frappe de même. C'est comme c'est dur à vouloir faire ça. D'habitude, c'est plus simple de juste dire, OK, non, j'accepte que j'ai perdu, puis je vais juste espérer que tout va mieux aller. Mais espérer que tout va mieux aller va te rendre plus creux dans un trou. Ouais. Essaye de faire de quoi? C'est difficile, mais il faut faire cette étape-là. Puis si t'es pas capable, c'est pour ça, comme j'ai dit, il y a des ressources. Mais mets-toi pas dans un sens où tu ne pourras jamais rien faire. Parce que tu ne veux jamais te mettre dans une boîte. Non, exactement. Tu vas finir malheureux, ça c'est clair. Fait que, ben, merci beaucoup, Chris, d'être passé à l'émission. Je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant très, très, très longtemps. Ça, c'est vraiment, je te remercie beaucoup. Puis, les ressources que tu as nommées, on va les donner. Puis, à la maison aussi, si vous avez besoin d'en parler, la première chose à faire, c'est d'aller chercher de l'aide, puis de reconnaître peut-être que vous avez besoin d'aide. Fait que sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.